Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 3 avril. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. La consommation des ménages recule en février, à lire sur Point de Vente. Supply Chain 2026, l'heure de l'agilité et de l'intelligence agentique, à découvrir sur e-commerce mag. L'arrivée des pubs dans ChatGPT rapporte gros à OpenAI dès les premières semaines, à découvrir sur Siècle Digital. Et enfin, LVMH enregistre le pire début d'année de son histoire, à lire sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 254 dans lequel j'échange avec Alexis Marcombe, CEO d'Unlimitail, pour revenir sur ce que le retail média est en train de changer en profondeur dans le commerce. Nous parlons de data et de mesures, mais aussi de la réalité opérationnelle derrière la promesse. Le sujet dépasse largement la publicité. Il touche à la manière dont les distributeurs pilotent leurs performances et arbitrent leurs investissements. Un épisode pour prendre du recul sur un marché en pleine structuration avec des enjeux très concrets pour les retailers comme pour les marques. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, les indicateurs confirment un début d'année plus heurté que prévu avec des signaux qui convergent davantage qu'ils ne se contredisent. D'abord sur le plan macro, la consommation des ménages recule de 1,4% en février, tiré par les biens fabriqués et l'énergie. Ce mouvement s'inscrit dans un environnement toujours marqué par les effets du conflit en Moyen-Orient sur les prix et le pouvoir d'achat. Dans ce contexte, le luxe envoie un signal assez net. L'action LVMH recule de 28% au premier trimestre, pénalisée par le recul de la clientèle aspirationnelle, un ralentissement aux États-Unis et en Chine, ainsi que par un contexte géopolitique qui pèse sur les flux touristiques. En parallèle, les discussions commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis stabilisent un cadre autour de 15% de droits de douane, sans pour autant desserrer réellement la contrainte sur les échanges. Les éléments se retrouvent directement dans les comportements de consommation. L'étude EY Parthenon indique que 85% des ménages adaptent leurs achats face à l'inflation et que 37% recherchent davantage de promotions. Les enseignes les mieux positionnées sur le prix et la clarté de propositions continuent de dominer, avec Action, Leroy Merlin et Decathlon en tête. À l'inverse, les secteurs les plus exposés aux arbitrages reculent nettement. Le textile baisse de 4,4% en février et reste durablement en dessous de ses niveaux de 2019. L'ameublement suit la même trajectoire avec la liquidation d'Alinéa et la suppression de 1200 emplois dans un marché déjà fragilisé par le ralentissement immobilier. Dans le même temps, le commerce physique ne se retire pas, il se redéploie. Le marché immobilier retail reste actif avec 1800 transactions en Europe en 2025, mais les choix évoluent. Les surfaces plus petites, mieux situées, une montée en puissance des emplacements prime. Les enseignes arbitrent entre densité de réseau et qualité d'implantation avec une attention accrue portée à la rentabilité au mètre carré. Ce qui ressort ensuite très clairement, c'est la place prise par l'exécution dans la performance. Le cas de Mango illustre bien ce point avec un hub logistique centralisé de 280 000 mètres carrés, capable de traiter 85 000 pièces par heure et d'alimenter plus de 120 marchés, ce qui permet d'arbitrer les flux en temps réel entre magasins et e-commerce. Dans le même registre, des acteurs comme Manhattan, Oracle ou Hardis accélèrent sur l'intégration de l'IA dans la supply chain. L'enjeu n'est plus uniquement la prévision, mais la capacité à orchestrer les opérations en continu, à condition de disposer
de systèmes réellement unifiés. Cette logique d'intégration se prolonge côté technologie. La publicité dans ChatGPT, encore en phase de test, dépasse déjà 100 millions de dollars de revenus annualisés avec plus de 600 annonceurs, ce qui donne une première indication du potentiel du canal. En parallèle, l'IA agentique s'installe progressivement dans les opérations, notamment en supply, avec des systèmes capables de traiter des volumes massifs de données, de piloter des décisions en continu. Les travaux autour du World Models ouvrent des perspectives supplémentaires, notamment sur la création et la simulation, même si les usages restent encore très en amont. Enfin, les annonces d'entreprises confirment des trajectoires très différenciées. Donc, Alinéa disparaît, Casino poursuit sa transformation avec une perte de 402 millions d'euros, mais une amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Nike affiche un chiffre d'affaires stable à 11,28 milliards de dollars, malgré un bénéfice en recul, tandis que JD.com accélère en Europe avec Joybuy en s'appuyant sur un réseau de 60 entrepôts et des promesses de livraison le jour même. Dans tous les cas, les investissements se concentrent sur la logistique, la proximité client et la capacité à exécuter. Au final, l'ensemble reste cohérent, une consommation plus arbitrée, des secteurs inégalement exposés, des formats physiques qui s'ajustent et en toile de fond une montée continue des exigences opérationnelles et technologiques. La consommation des ménages recule en février, à lire sur pointdevente.fr en date du 1er avril. En février, la consommation des ménages en biens recule nettement, pénalisée par la baisse des dépenses d'énergie et le repli marqué des biens fabriqués dans un contexte climatique particulièrement doux, révèle l'INSEE. Les dépenses de consommation des ménages en biens reculent donc nettement au mois de février, en baisse de 1,4% en volume et après une hausse de 0,4% en janvier. Selon les données révisées de l'INSEE, la consommation d'énergie diminue de nouveau, moins 2,4% après moins 1,2%, tandis que la consommation de biens fabriqués se contracte sensiblement, moins 1,7% après plus 1,1% à l'instar de la consommation alimentaire, qui elle baisse de 0,5% après plus 0,4%. La baisse des dépenses énergétiques s'explique principalement par le recul de la consommation d'électricité et de gaz. Dans un contexte climatique particulièrement doux, ce mois se classe en effet au deuxième rang des mois de février les plus doux depuis 1900, selon Météo France. À l'inverse, la consommation de carburant rebondit, biens fabriqués et alimentation en recul. La contraction de la consommation de biens fabriqués est tirée par la nette baisse des dépenses en biens durables. Celle-ci résulte notamment d'un fléchissement marqué par des achats d'équipements du logement, en particulier les meubles et les produits électroniques. Les achats de matériel de transport reculent également, notamment ceux de voitures neuves. Les dépenses d'habillement textile enregistrent une forte contraction, moins 4%, tandis que la consommation des autres biens fabriqués se replie légèrement, moins 0,1%. Par ailleurs, la consommation alimentaire diminue sur le mois, moins 0,5%, sous l'effet d'une baisse des dépenses en produits agroalimentaires, en particulier les boissons et le tabac. L'évolution de la consommation totale des ménages en biens en janvier est révisée à la baisse de 0,1 point à plus 0,4 après arrondi. Cette révision tient compte des nouvelles informations ainsi que de l'actualisation des coefficients de correction des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables. Supply Chain 2026, l'heure de l'agilité et de l'intelligence agentique, à lire sur e-commercemag.fr en date du 31 mars. L'instabilité n'est plus une crise, c'est le nouveau point d'équilibre. Oubliez la simple prévision. En 2026, la supply chain bascule dans l'ère de l'action pure, portée par une IA agentique qui se contente plus de suggérer, mais décide et exécute en autonomie. La logistique brise enfin ces derniers silos technologiques. Qu'il s'agisse
de recalculer un itinéraire instantanément, de gérer l'économie circulaire d'un produit retourné ou d'unifier WMS et TMS sur une couche logicielle unique. L'objectif est clair, transformer l'imprévisibilité mondiale en un avantage compétitif immédiat et rentable. L'année 2025 avait été marquée par une certaine prudence, voire une forme d'attentisme face aux fluctuations des tarifs et aux tensions mondiales. Pourtant, 2026 nous rappelle que l'instabilité n'est plus une crise passagère, mais la condition normale de l'économie. Une certitude qui semble être perçue comme l'unique boussole stratégique. Rémi Coulen, directeur solutions métiers chez Manhattan, souligne ce constat. L'incertitude va devenir la norme. L'investissement va devoir s'orienter sur des offres supply chain encore plus résilientes. Cette résilience ne se décrète pas, elle se construit sur la capacité technique à réagir à un entrepôt bloqué ou à un itinéraire de transport soudainement impraticable. Pour répondre à ce défi, les leaders du marché, comme Manhattan Associates, Hardis, Blue Yonder ou encore Oracle, délaissent les outils de simple prévision pour de véritables systèmes d'action. L'objectif est de mobiliser l'intégralité des réseaux logistiques pour servir la demande, peu importe l'origine du stock ou le point de distribution. Le passage à l'acte, l'avènement de l'IA agentique. La grande nouveauté en 2026 réside dans la maturité de l'IA agentique. Contrairement aux interfaces de chat classiques, ces agents ne se contentent pas de répondre à des questions, ils agissent. Chez Blue Yonder, cette technologie traite déjà des volumes importants de données. Anthony Marteneau, Principal Solutions Advisor, explique que leurs agents effectuent plus de 25 milliards de prédictions chaque jour, identifiant l'origine des problèmes logistiques pour proposer des scénarios de correction avec un chiffrage précis de leur impact financier. De son côté, Oracle a massivement intégré ses capacités dans sa suite Fusion Cloud Applications. Chris Leon, vice-président exécutif de l'éditeur, justifie ce choix par la complexification des chaînes. Les organisations ont besoin de solutions plus rapides et automatisées pour maintenir leurs opérations. La panoplie d'agents déployés par Oracle est vaste. Un agent de sourcing autonome gère les appels d'offres récurrents, tandis qu'un assistant de gestion des tâches identifie les commandes à risque pour assurer la fiabilité des expéditions. L'IA devient ainsi un conseiller permanent capable d'extraire les données de bons de commande PDF pour créer des commandes clients sans intervention humaine. Pour Manhattan, il s'agit d'avoir une approche ouverte avec la Manhattan Agent Foundry. Cette plateforme no-code permet aux entreprises de concevoir leurs propres agents personnalisés. Rémi Coulen observe que si les agents standards ont une valeur indéniable, les clients arrivent à matérialiser encore plus de bénéfices avec les agents personnalisés, car cela leur permet de les adapter au contexte de leur site. L'expérience utilisateur est également repensée. L'IA est intégrée directement dans les flux de travail via des icônes de suggestions, évitant ainsi de polluer l'interface par des fenêtres de chat superflues. L'unification, briser les derniers silos technologiques. Pour que l'IA soit pertinente, elle doit s'appuyer sur une base de données cohérente. C'est ici qu'intervient le concept d'unification, fer de lance de Manhattan Associates. L'éditeur a réécrit l'intégralité de ses solutions sur une seule et même couche technologique nommée Manhattan Active. Ce ne sont pas des solutions qui sont intégrées, ce sont des solutions qui sont sur la même couche technologique. Elles utilisent les mêmes objets en temps réel sans avoir besoin d'échanger des informations, précise Rémi Coulen. Cette structure permet à un WMS et à un TMS de collaborer nativement sur une palette ou une commande sans latence. Chez Hardis, cette volonté d'unification a conduit à la naissance de la marque unique Harris Supply Chain. En intégrant l'OMS néerlandais Oil à sa suite cloud, l'éditeur propose désormais un pilotage complet de la promesse client. Pauline Poissonnier, directrice solutions et alliances chez Hardis, insiste sur l'agilité nécessaire après la prise de commande.
On vient combiner l'order management et les couches d'exécution, transport et logistique pour passer d'une supply chain figée à une organisation agile. L'orchestration se fait désormais au fil de l'eau, ainsi un retard de transport déclenche automatiquement une réorganisation des flux internes de l'entrepôt. La quête de rentabilité, retail et manufacturing en première ligne. Le secteur du retail est particulièrement bousculé par ces évolutions. Le ship from store, bien que nécessaire pour concurrencer les géants de l'e-commerce, pèse lourdement sur les marges en raison des frais de livraison. Les éditeurs répondent par des algorithmes d'orchestration plus fins. L'enjeu est de choisir le bon magasin d'expédition, non seulement selon la proximité, mais aussi selon la disponibilité réelle du stock et la capacité des équipes en place. Hardis observe même l'émergence de modèles hybrides où la surface de vente est réduite au profit d'une réserve dédiée à la préparation e-commerce, pilotée par un WMS léger. Le monde industriel n'est pas en reste. Oracle a d'ailleurs déployé des fonctionnalités spécifiques pour le manufacturing en mode processus, crucial pour la chimie ou l'agroalimentaire. Ces outils permettent de synchroniser automatiquement les modifications de formules avec les recettes de fabrication et les lots en cours. Le vice-président d'Oracle explique que cela permet d'assurer une qualité constante malgré la forte variabilité des matières, des rendements et des conditions de production. La traçabilité est renforcée par l'approbation électronique des dossiers de l'eau et le calcul automatique des dates d'expiration en fonction des composants. Durabilité et transparence, les nouveaux impératifs. La supply chain de 2026 doit aussi répondre à une exigence de durabilité croissante. Selon l'étude Global Consumer Holiday Shipping Survey 2025 de Blue Yonder, 49% des consommateurs acceptent désormais de regrouper leurs achats pour limiter leur impact carbone. Parallèlement, 68% des dirigeants logistiques considèrent qu'ils ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Cette conscience environnementale se traduit techniquement par une gestion optimisée de la seconde vie des produits. La supply chain devient bidirectionnelle. Elle gère la distribution, mais aussi le reconditionnement. Pauline Poissonnier de Hardis souligne le rôle critique de l'OMS dans ce cycle. Un client arrive avec un retour en magasin. Est-ce que je garde cette pièce car elle est demandée ou est-ce que je la réexpédie vers un stock central pour la seconde main ? Prendre cette décision instantanément est la clé de la rentabilité de l'économie circulaire. Vers l'autonomie physique et logicielle. L'automatisation ne s'arrête pas au logiciel. Hardis constate une démocratisation de la robotique en entrepôt rendue accessible aux PME par des solutions modulaires et des modèles de leasing. À plus long terme, à l'horizon 2030, laisse entrevoir des véhicules autonomes sur les routes de fret, ce qui redéfinirait l'équilibre économique du transport de marchandises, point noir actuel de la rentabilité du e-commerce. En attendant ces évolutions physiques, l'accent est mis sur la rapidité de déploiement des outils digitaux. Grâce aux architectures microservices et aux API, les délais d'intégration se réduisent drastiquement. Manhattan affirme qu'il est désormais possible de passer du lancement d'un projet d'IA aux premiers résultats mesurables en quelques semaines seulement, contre des mois ou des années auparavant. Côté Hardis, il s'agit d'investir également dans des connecteurs standards pour simplifier des cartographies applicatives clients de plus en plus complexes et fragmentées. Finalement, la supply chain de 2026 n'est plus un simple centre de coûts que l'on cherche à optimiser en silo, elle devient un réseau intelligent, transparent et unifié, capable de transformer l'imprévisibilité du monde en un avantage opérationnel grâce à l'intelligence artificielle distribuée, une évolution que les acteurs de la supply chain semblent avoir prise en compte. L'arrivée des pubs dans ChatGPT rapporte gros à OpenAI dès les premières semaines, à lire sur lesiècledigital.fr en date du 31 mars. Depuis plusieurs mois, la question de la monétisation de l'IA générative agite l'industrie technologique, alors que les coûts de développement et d'infrastructure
continue d'augmenter, OpenAI doit adapter son modèle économique pour soutenir ses ambitions de 2030. Pour cela, l'entreprise teste depuis peu l'intégration de publicité dans ChatGPT. Et les premiers résultats donnent déjà un aperçu du potentiel financier de ce format encore expérimental. Un pilote publicitaire qui dépasse les attentes. Au début de l'année, OpenAI a lancé un programme pilote de publicité dans ChatGPT auprès de certains utilisateurs américains. Ce test concerne la version gratuite du chatbot ainsi que l'abonnement ChatGPT Go. Selon un communiqué de Reuters, ce dispositif a déjà dépassé les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents, moins de 2 mois après son lancement. Pour OpenAI, il s'agit d'un signal encourageant pour un modèle encore en phase d'expérimentation. En effet, l'entreprise indique travailler désormais avec plus de 600 annonceurs, tandis que de nombreuses PME manifestent également leur intérêt pour ce nouveau canal publicitaire. Une diffusion encore très limitée. Malgré ses résultats financiers prometteurs, OpenAI avance de manière prudente et l'entreprise précise que 85% des utilisateurs gratuits américains sont théoriquement éligibles à voir des publicités, mais que moins de 20% d'entre eux en voient réellement chaque jour. Ce déploiement progressif répond à l'objectif de tester l'expérience utilisateur avant une diffusion plus large. OpenAI affirme également que ces publicités n'ont pas d'impact mesurable sur la confiance des utilisateurs ni sur les indicateurs d'engagement. Mais certaines limites subsistent également car les annonces ne sont pas affichées pour les utilisateurs de moins de 18 ans et sont exclus de sujets sensibles, notamment la politique, la santé ou la santé mentale. Un marché publicitaire encore en construction. Si l'intérêt des marques est réel, le format publicitaire des chatbots reste encore loin de la maturité des moteurs de recherche et plusieurs annonceurs indiquent manquer de données pour mesurer précisément l'efficacité de leur campagne. Certaines estimations évoquent par exemple des taux de clics autour de 0,9%, bien inférieurs à ceux observés dans la publicité liée aux recherches sur Google. Pour les spécialistes du marketing, ChatGPT reste néanmoins un terrain d'expérimentation. L'argument principal avancé par OpenAI reste l'ampleur de son audience. Près de 85 millions d'utilisateurs américains seraient aujourd'hui susceptibles d'utiliser le service. Dans les prochaines semaines, OpenAI prévoit d'étendre ses tests publicitaires au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'entreprise prépare également le lancement d'une plateforme publicitaire en libre service afin de faciliter l'accès des annonceurs. Ainsi, pour le secteur de l'IA générative, ces premiers résultats montrent surtout qu'un nouveau marché publicitaire pourrait progressivement émerger autour des assistants conversationnels et les mois prochains nous dirons si celui-ci pourra s'installer. LVMH enregistre le pire début d'année de son histoire, assombrissant les perspectives du secteur du luxe, à lire sur fashionnetwork.com en date du 1er avril. Les actions de LVMH enregistrent leur pire début d'année jamais observé, alors que l'impact de la guerre au Moyen-Orient assombrit les perspectives économiques mondiales et renforce le recul de la demande pour le luxe. Le titre a reculé de 28% au cours du premier trimestre, soit la plus forte baisse parmi les grands groupes européens du luxe. D'après une analyse de Bloomberg remontant à 1989, cette contre-performance a été plus marquée que lors des crises financières mondiales de 2008 et 2009, de la pandémie de Covid-19 en 2020 et de l'éclatement de la bulle Internet en 2001. Elle reflète également les perturbations des secteurs des voyages, du tourisme, dont dépendent fortement les ventes des articles les plus onéreux. Les investisseurs s'intéressent au conflit au Moyen-Orient et à ses vastes répercussions sur le coût de la vie, la croissance économique et les marchés. Ces derniers constituent un indicateur avancé important, en particulier pour la consommation américaine de produits de luxe. La guerre a accentué les difficultés du groupe, dont les perspectives jugées pessimistes en janvier ont été fraîchement accueillies par les investisseurs. LVMH est particulièrement exposé aux consommateurs dits aspirationnels, qui, davantage que la clientèle de certains concurrents plus exclusifs, ont tendance à réduire leurs dépenses en période d'incertitude.
À la différence de certains concurrents positionnés exclusivement sur le luxe, LVMH dispose aussi d'une importante activité dans les vins et spiritueux, un pôle en difficulté depuis 3 ans, affecté en particulier par la baisse de la demande de cognac NC. Le propriétaire de Tiffany & Co n'est pas le seul à voir sa valorisation chuter fortement, mais il reste le premier groupe mondial du luxe en termes de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière. Il est en outre considéré comme le baromètre d'un secteur qui cherche à sortir à la fois du ralentissement post-pandémie et de l'impact des droits de douane américains. Les actions de Richemont, qui avaient fait preuve de résilience l'an dernier grâce au succès de ses bijoux en or Cartier, ont reculé d'environ 20% à Zurich au cours des 3 premiers mois de l'année. Hermès, créateur des très convoités sacs Birkin, a de son côté perdu près d'un quart de sa valeur sur la même période. Le recul d'LVMH et d'autres grandes capitalisations européennes, comme les laboratoires Novo Nordisk et le groupe logiciel SAP, a pesé sur la performance des marchés de la région au cours de ce trimestre. LVMH est attendu pour la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre plus tard ce mois-ci. Sa principale division mode et maroquinerie a probablement enregistré une hausse de 0,65% de son chiffre d'affaires organique sur la période, selon les premières estimations des analystes. Cette division comprend sa plus grande marque, Louis Vuitton, ainsi que Christian Dior Couture. À noter qu'un mauvais début d'année ne se traduit pas forcément par une performance annuelle négative. Ainsi, en 2020, LVMH avait terminé l'année en hausse de 23%. En revanche, en 2008 et 2001, l'action avait reculé respectivement de 42 et 35%. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.